On va commencer. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré aux évolutions de la fiscalité de la R&D. Donc, on est très heureux de vous accueillir avec notre partenaire FI Group et donc Louise et Thomas qui vont intervenir pendant ce webinaire. Donc, vous savez qu'on a au sein du cluster 4 partenaires, donc FI Group sur les aspects financement de l'innovation, le cabinet Axelio sur les aspects recrutement, le cabinet Lamartine sur les aspects plutôt juridiques et le cabinet Bourgain du Lac sur les aspects assurantiels. Donc, ils sont à votre disposition. Alors, pourquoi ce webinaire? On a eu des échanges avec Louise dans le courant de l'automne. Ça nous a permis de constater quelques évolutions importantes dans les modalités de financement, CIR, C2I, la création d'un nouvel outil, le SICO, c'est ce qui va vous être présenté. Puis surtout, dans les échanges, on a vu aussi qu'il y avait des pratiques qui évoluent du point de vue de l'administration fiscale dans leur approche des contrôles. Et c'est venu en écho avec des situations qu'on rencontrait auprès de certains adhérents dans les contrôles qu'ils avaient à vivre. Et donc, ça nous semblait important de pouvoir partager ces bonnes pratiques qui doivent nous permettre d'être serein, on va dire, dans l'approche de ces contrôles. Alors, quelques petites règles en rappel. Je vous invite à tous couper vos micros pour éviter qu'on ait des sons parasites. Vous pourrez poser des questions. Vous avez deux moyens pour poser des questions. Le chat. Donc, soit vous posez des questions et puis on aura une session Q&A à la fin. Donc, vous pourrez prendre la parole à ce moment-là. Et vous pouvez aussi inscrire vos questions dans le chat si vous préférez au fur et à mesure que la présentation se déroulera. Et puis, bien entendu, la présentation vous sera envoyée soit ce soir, soit demain, à l'issue de ce webinaire. J'en termine là pour la petite introduction. Et puis, Louise et Thomas, je vous passe la parole. Merci pour cette introduction, Frédéric. Hop. Et bonjour à tous. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Hop là. Là. Vous me dites quand c'est bien arrivé chez vous. C'est parfait en termes de visualisation. Parfait. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Frédéric, on voulait faire le point avec vous sur les évolutions 2023 de la fiscalité de la recherche et développement. La présentation, comme ce que vous avez transmis, Frédéric, de refaire un rapide tour de table sur le contexte de la R&D en France. Vous exposez notamment les deux grandes nouveautés 2023, avec une évolution significative sur le crédit d'impôt innovation, la création du crédit d'impôt collaboratif, le SICO, et avec un focus sur les attentes de l'administration et nos préconisations. Juste en introduction, très rapidement, qui sommes-nous aujourd'hui? Donc Thomas Beraguas, présent ici, qui est un consultant senior chez FI, donc avec 6 ans d'expérience dans le domaine du financement et avec une spécialité qui peut vous intéresser, notamment dans le domaine de la mécanique et des matériaux. Donc il peut accompagner un portefeuille, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, significatif sur ces thématiques-là. Pour ma part, Louise Nathalie, donc vous l'aurez compris, je suis, on va dire, la référente du partenariat avec Frédéric et votre interlocutrice, je dirais, privilégiée pour toute question et demande à venir. Notre objectif avec le cluster Aerospace, c'est vraiment de pouvoir organiser des webinaires, être là en permanence à vos côtés. Si vous avez des questions, on peut réaliser bien entendu des audits, des tables rondes. Voilà, on est vraiment dans une logique de vous apporter de l'information dès que vous en avez besoin. Le contexte. Vous l'aurez compris, l'ensemble des dispositifs favorisant l'innovation et la R&D ont un contexte législatif qui est évolutif. Pour petit rappel, cette chronologie, la création du crédit d'impôt recherche remonte à 1983. Je vous ai mis les principaux, je dirais, événements qui ont eu lieu depuis leur création jusqu'à maintenant, 2023. Les actualités qu'on va évoquer aujourd'hui, donc on est vraiment sur la fin des actualités qui ont été annoncées sur la fin 2022.
donc avec des modifications dans le crédit d'impôt recherche et la création du SICO. Voilà, c'était à titre informatif, je trouve ça intéressant de pouvoir visualiser ce dispositif qui est très pérennisé maintenant en France depuis de nombreuses années. Du coup, la slide suivante, donc on est sur juste un rappel aussi du principe du crédit d'impôt. On est sur un mécanisme qui est l'un des plus attractifs au monde. Donc il y a un objectif bien entendu de pérenniser des activités d'R&D et d'innovation en France afin que les PME, les ETI et les plus petites structures aient une compétitivité importante. Il y a aussi un point important, c'est vraiment l'augmentation du socle de connaissances scientifiques en France. Voilà, je vous ai mis quelques analyses sur l'impact par rapport aux bénéficiaires. Vous avez peut-être déjà pu en profiter. Ça a un impact significatif sur l'emploi notamment des profils type ingénieur et jeunes docteurs. C'est favorable à la croissance de vos entreprises et ça a aussi un impact important sur les dépôts de brevets notamment. Quand on parle de crédit d'impôt recherche, on en parle beaucoup. Il y a des débats à chaque élection présidentielle notamment. Pourquoi? Parce que c'est la première dépense fiscale de l'État. Donc c'est un budget conséquent aujourd'hui et d'où aussi parfois ces évolutions, ces remises en cause par certains. Ici, quelques chiffres clés. Donc c'est un dispositif qui en France coûte à peu près 7 milliards par an. Depuis 2008, il y a plus de 12 000 déclarants. On en reparlera après, mais ça a un impact important sur les contrôles qui sont de plus en plus stricts parce qu'il y a des demandeurs de plus en plus importants. Et cette assiette qui est distribuée par l'État n'augmente pas significativement en fonction du nombre de nouveaux déclarants. On y reviendra par la suite. Je vous propose de rentrer après cette courte introduction des évolutions sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les évolutions qui interviennent depuis le 1er janvier 2023. Donc, bonjour à tous. Pour commencer, concernant le crédit d'impôt innovation, la première nouveauté qu'on va avoir, donc, qui va concerner uniquement les dépenses à engager à partir du 1er janvier 2023, donc le calcul du C2I 2022 n'est pas encore impacté. Ça va être donc la suppression de tout ce qui est frais de fonctionnement liés aux dépenses de personnel et aux dépenses de matériel, donc qui était de 43% des dépenses de personnel et 75% des dépenses de matériel. En revanche, en contrepartie, on a une augmentation du taux des dépenses éligibles. Donc en fait, on va passer de 20% de l'assiette à 30% de l'assiette pour le calcul du C2I. Et étant donné que le plafond des dépenses à 400 000 euros n'évolue pas, en théorie, donc, on passe d'un C2I maximum de 80 000 euros à un C2I maximum de 120 000 euros. Donc, c'est une mesure, en fait, qui, globalement, est plutôt avantageuse pour les entreprises. Ensuite, en 2023 est également rentré en vigueur un nouveau critère d'éligibilité, en fait, des entreprises pour le C2I, qui va concerner la santé financière des entreprises. Désormais, les entreprises qui sont en difficulté ne peuvent plus prétendre au C2I. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est une entreprise en difficulté? Ça va être une PME de plus de 3 ans dont les pertes sont supérieures à la moitié du capital social souscrit ou à la moitié des fonds propres ou qui sont en procédure collective. Un autre point également concernant donc la santé financière des entreprises, ne sont désormais plus non plus éligibles les entreprises qui font l'objet d'une injonction de récupération d'aide non exécutée. Et sachant qu'on a quand même une petite exception concernant la notion d'entreprise en difficulté pour prendre en compte aussi la période Covid qui a été compliquée pour tout le monde. Une entreprise qui n'était pas en difficulté avant le 1er janvier 2020 et qui est devenue en difficulté entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 va quand même pouvoir prétendre au C2I. Finalement, cette nouvelle injonction pour pouvoir prétendre au crédit d'impôt innovation ne va concerner que les entreprises à partir de 2022. Oui, tout à fait.
Ensuite, donc l'autre évolution importante là qui rentre en vigueur à partir du CIR et donc du SICO 2022, ça va être la création de ce nouveau crédit d'impôt collaboration de recherche, qui est rapidement présenté sur cette slide-là. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est principalement lié à la fin du doublement d'assiette pour les dépenses de sous-traitance engagées auprès d'organismes publics. C'était pas forcément une volonté de l'État, pour le coup, de mettre un coup de rabot sur le crédit d'impôt recherche. C'était plus lié, cette décision de supprimer le doublement d'assiette, à des problématiques de concurrence déloyale au niveau européen. En fait, ils considéraient que ce mécanisme-là engendrait un avantage un petit peu déloyal pour tous les organismes publics français et européens. C'est pour ça donc que le mécanisme du doublement d'assiette a été supprimé. En contrepartie, donc l'État français a décidé de créer le SICO pour un petit peu compenser cette fin du doublement d'assiette et aussi continuer toujours à favoriser les liens entre la recherche publique et la recherche privée. Les prérequis pour la mise en place du SICO, on en a 2 à vous évoquer aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc ça va être donc déjà, il faut que l'organisme, le RDC, demande un agrément SICO. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un ERDC? C'est un organisme de recherche et de diffusion des connaissances. Et pour obtenir un agrément SICO, ce qu'il doit faire, c'est que préalablement, il doit être agréé CIR. Et le dépôt de demande d'agrément SICO donc, nécessite l'agrément CIR et soit une attestation de l'Agence nationale de la recherche qui reconnaît le statut de RDC, ou alors le remplissage d'un formulaire qui est disponible sur le site du MESRI, justement pour préciser un petit peu les activités de l'organisme et justifier le fait qu'on puisse le considérer comme un ERDC. Ça, c'est le premier prérequis. Ensuite, ce à quoi il faudra être très attentif aussi, c'est à tout ce qui va concerner le contrat de collaboration entre l'organisme qui va demander le SICO et l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances. Donc, il y a plusieurs critères très importants à respecter, notamment donc la facturation par l'ORDC des dépenses vraiment au coût de revient. Premier critère. Le deuxième critère, les montants facturés par l'ORDC sont plafonnés à 90% des dépenses qu'il a engagées, donc il doit supporter au moins 10% des dépenses qu'il engage dans le cadre du projet. Et enfin, ce qui doit être aussi bien inscrit au contrat, c'est que l'ORDC dispose du droit de publier les résultats de ses propres recherches conduites dans le cadre de la collaboration. Donc en fait, on a vraiment un vrai partage des risques, des résultats et aussi des droits de propriété intellectuelle entre l'organisme privé et l'ORDC. À savoir aussi que ce contrat de collaboration fait foi finalement dans le cadre d'un contrôle. Pour ceux qui ont l'habitude de déclarer du crédit d'impôt innovation ou recherche, on va venir, une fois la valorisation réalisée, faire un dossier justificatif, ce qu'on appelle. Dans le cadre du SICO, ça va vraiment être le contrat de collaboration qui fera preuve de ce dossier justificatif. Donc vraiment, il est très important en amont et il faut bien le rédiger avant tout début de recherche avec l'organisme, l'ORDC. Voilà. Une fois qu'on a ces prérequis, je dirais, qui sont validés, on retrouve finalement un mode de calcul assez classique. Oui, c'est ça. Concernant, pour commencer, les entreprises et activités éligibles, on va être sur la même typologie d'entreprise en fait que pour le CIR, donc entreprises commerciales, industrielles ou agricoles qui sont soumises à l'IS, l'IR et imposées sur leurs bénéfices réels. On va valoriser donc tout ce qui va concerner les activités de R&D qui rentrent dans le cadre du contrat de collaboration qui est défini au préalable. Concernant les dépenses éligibles, donc ça va être les dépenses de recherche facturées par l'ORDC dans la limite de 6 millions d'euros, sachant qu'également, on doit déduire, en fait, si jamais l'ORDC perçoit des aides publiques dans le cadre de ce contrat de collaboration, il doit être déduit de la facture qu'il émet à l'organisme privé. Et derrière, l'organisme privé va récupérer donc dans son SICO 40% de la facture si c'est un grand groupe ou 50% si c'est une PME, avec là aussi une déduction des aides et subventions qu'il a pu percevoir. Voilà. Donc finalement, ce dispositif est incitatif et plutôt très intéressant en termes de récupération, au niveau des récupérations, 40 et 50%. Et on va voir aussi un peu plus dans le détail que ce crédit d'impôt est différent du crédit d'impôt recherche classique, je dirais. Donc les procédures, comme vous l'avez expliqué Thomas, sont les mêmes. Il peut y avoir l'intervention d'un expert du MESRI pour vérification.
Le comité consultatif peut aussi être amené à vous questionner. Bien entendu, on ne le répétera jamais assez, mais une dépense ne peut pas bénéficier au titre des 2 crédits d'impôt. Donc, c'est des choix un petit peu stratégiques à faire si jamais vous êtes amené à travailler avec un ERDC. En fonction des montants, des enjeux, viendra se poser la question, est-ce qu'on va vers du SICO ou du crédit d'impôt recherche direct classique? De la même manière, ces dépenses doivent être bien tracées. On en reparlera tout à l'heure, mais il faut vraiment un suivi des temps précis, de la matérialité, qui vont permettre, si vous déclarez du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt collaboratif, de distinguer les deux, les 2 crédits d'impôt et de ne pas finalement vous mettre en porte-à-faux par rapport à l'administration. Le contrat, on le rappelle, ce contrat de collaboration est fondamental. Tout à fait. Après, Thomas, sur l'investissement. En fait, c'est un petit peu ce que tu as dit, qu'il faudra voilà, faire éventuellement une adaptation des moyens en fonction des enjeux du projet, étant donné que d'un côté, si on reste sur un contrat CIR classique, on récupère que 30% de la facture, mais sur un montant margé, alors que sur un contrat de recherche collaborative SICO, on récupère 40%, mais d'un montant sans marge, et en réalité, on ne récupère pas 40% de tout ce que l'organisme agréé a dépensé, mais on récupère 40% de 90% de ce qu'il a dépensé. Donc en fait, voilà, tout dépend finalement des enjeux, aussi du fait que vous soyez une PME ou pas, puisque si vous êtes PME, donc c'est plus 40%, mais 50% que vous pouvez récupérer en SICO. Il y a toujours un arbitrage à faire en fonction de ces enjeux-là, en fonction du travail aussi qui est à fournir pour l'établissement du contrat, étant donné que pour le SICO, donc ça va être quand même beaucoup plus fastidieux que sur un contrat d'agrément de sous-traitance CIR R&D classique. Et l'impact de l'action des ERDC, la question c'est finalement si moi mon entreprise fait tout bien, est-ce que le crédit d'impôt collaboratif peut être remis en cause du fait d'un manquement de l'ORDC avec laquelle nous collaborons? Ça, c'est un petit peu ce que a évoqué Thomas tout à l'heure. En effet, si jamais il y a un souci au niveau des coûts de revient, la détermination du coût de revient, il peut y avoir une remise en cause. Si le seuil des 90% n'est pas respecté aussi, encore une fois, les précautions sont nécessaires pour la suite. On va passer à la troisième partie, la deuxième grosse partie de notre présentation qui concerne les préconisations que nous avons à vous apporter par rapport à toutes ces actualités. Le crédit d'impôt connaît des modifications. Oui, alors ce qu'on observe en fait dans les contrôles auxquels on a pu être confronté ces derniers mois, c'est que l'administration fiscale va beaucoup plus pousser en fait son analyse de l'éligibilité et des dépenses déclarées en cas de contrôle. Donc déjà, première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a un contrôle quasiment systématique à partir du moment où on a une demande de remboursement. En plus donc des contrôles fiscaux classiques qui s'intéressent à toute la comptabilité de l'entreprise dans le CIR. On a donc une évolution aussi du formalisme de justification sur la partie synthèse technique notamment, et des attentes plus importantes donc sur la justification de l'éligibilité des projets, de l'éligibilité des dépenses aussi. Donc première chose très importante qu'on a pu observer, c'est que déjà la simple éligibilité des projets ne suffit plus. Maintenant, on a une vraie notion en fait de matérialité qui rentre en compte. Et c'est vrai que ce qu'on pouvait faire avant avec certains de nos clients, où on rédigeait finalement des dossiers uniquement sur la base des échanges qu'on avait avec les chefs de projet, qui nous suffisait à déterminer si un projet était éligible ou pas. On disait, OK, on sait que le projet est éligible, donc on peut le déclarer au CIR. Et maintenant, en fait, c'est des éléments qui suffisent plus. L'administration demande vraiment à ce que la recherche soit bien formalisée, bien tracée du côté de l'entreprise, et donc elle s'attend vraiment à ce que l'entreprise soit en mesure de fournir des justificatifs qu'elle a elle-même produits, donc tout ce qui va être des rapports d'essai, des comptes rendus de réunion, tout ce qui va permettre de retracer finalement la démarche qu'elle a engagée. Il y a aussi des vraies attentes au niveau de la qualification donc de la R&D des projets valorisés, de la qualification du personnel aussi qui est impliqué sur les projets, on y reviendra un petit peu plus loin. Si on reprend au niveau de l'éligibilité des dépenses déjà dans un premier temps.
Oui, donc concernant la justification des dépenses, elle est, comme on l'a dit, aussi importante que l'éligibilité des projets. Et ce qu'on peut avoir aussi donc, sur les deux plus gros postes de dépenses qu'on a, les frais de personnel et les prestations externalisées, les dernières tendances qu'on peut avoir déjà, c'est que l'administration est maintenant intransigeante sur la justification du temps. En fait, tout simplement, il se base sur le BOFIP qui indique que les temps qu'on valorise en CIR doivent être établis de façon précise et rigoureuse. Alors après, il peut toujours y avoir débat sur la définition de précise et rigoureuse, mais généralement, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir des suivi-temps qui détaillent le temps passé par le personnel sur les projets détaillés à la journée, et surtout avec un détaillage, un phasage, une granulométrie en fait qui explique, d'accord, j'ai passé du temps sur tel projet, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais plutôt sur de la gestion de projet un petit peu générale, sur des essais, sur l'analyse bibliographique. Ils s'attendent vraiment à ce qu'on ait un phasage, un découpage du projet pour montrer que toutes les phases qu'on valorise sont bien des phases éligibles au CIR. Ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant la qualification du personnel, on nous demande aussi systématiquement maintenant les CV, les diplômes du personnel valorisé. Et on a aussi plusieurs actualités un petit peu jurisprudentielles qui vont dans ce sens, où il y a assez récemment une notion finalement d'adéquation du diplôme avec les activités réalisées qui est apparue. Donc, où l'administration demandait voilà, à ce que l'entreprise soit en mesure de montrer que telle personne a un diplôme, une qualification qui est en adéquation avec les activités qu'elle réalise. Concernant aussi la qualification du personnel, donc comme vous le savez, on peut reprendre du personnel dit de soutien, des techniciens, des opérateurs qui n'ont pas forcément de diplôme technique à partir du moment où les activités qu'ils réalisent sont nécessaires et indispensables à la réalisation du projet. Par contre, dans ce cas-là, ce qu'il faut être en mesure de prouver, c'est que le personnel de soutien intervient en collaboration étroite et sous la direction hiérarchique fonctionnelle d'un chercheur ou ingénieur. Donc, comment est-ce qu'on peut matérialiser ça? Ça passe notamment par les fiches de poste, tout simplement. Vous pouvez indiquer dans la fiche de poste de tel opérateur qui travaille sous la supervision, sous la direction de tel ingénieur, tel chef de projet, pour montrer en fait en quoi son implication est nécessaire au projet de recherche. Et ça va aussi dans le sens donc de la description du rôle des personnes dans l'opération qui nous est systématiquement demandé aussi, là où avant on se contentait d'indiquer la fonction de la personne. Maintenant, pour montrer que son implication est nécessaire et indispensable à la réalisation du projet, on doit décrire avec voilà, relativement de précision le type de tâche que la personne effectuait dans le cadre du projet. Concernant ensuite les prestations externalisées, donc on a eu pendant un moment un gros serrage de vis de l'administration qui voulait que on ne reprenne en prestations externalisées que des dépenses qui correspondaient à des activités de recherche prises isolément. Donc, il y a quand même eu à l'été 2021 l'arrêt FNAMS qui est venu un petit peu tempérer les attentes de l'administration et dire que finalement, il n'est pas forcément nécessaire qu'une prestation sous-traitée corresponde à une activité de R&D isolée pour qu'on puisse la reprendre dans le CIR. Par contre, ce qu'il est indispensable de montrer, c'est que la prestation s'inscrit dans la démarche de R&D en fait et qu'elle est nécessaire et indispensable à la réalisation du projet. Et donc, pour finir, voilà un récapitulatif sur les nouveaux critères du manuel de Frascati qui sont désormais clairement inscrits dans le BOFIP. Donc, concernant les deux premiers critères de nouveauté et d'incertitude scientifique, verrou technologique, il faut qu'on soit en mesure de montrer, d'écrire précisément l'originalité technique, scientifique du projet et aussi de bien identifier les verrous technologiques, incertitudes scientifiques qui sont adossés à ce projet-là. Au niveau du critère donc, de démarche scientifique, l'administration s'attend à ce qu'on décrive précisément la démarche qui est suivie, suivant une approche REA, donc rechercher, expérimenter, analyser. Donc, ce qu'il est très important en fait de faire ressortir des dossiers, ça va être toute la démarche itérative que vous mettez en œuvre pour la réalisation de vos projets. Donc, finalement, à partir des incertitudes que vous rencontrez, quelles sont les premières hypothèses que vous allez émettre pour lever les incertitudes que vous rencontrez? Quels sont les essais que vous allez réaliser pour vérifier vos hypothèses? En fonction des résultats de vos essais, quelles sont les conclusions que vous en tirez? Est-ce que vous validez votre hypothèse ou pas? Si l'hypothèse n'est pas validée, donc quelle est la nouvelle hypothèse que vous allez émettre? Les nouveaux essais que vous allez réaliser? Toute cette démarche itérative qu'il est donc très important de tracer en fait en temps réel et de bien faire ressortir dans les dossiers justificatifs.
Au niveau donc, du 4e critère de transférabilité, reproductibilité, là aussi, il faut qu'on soit en mesure de décrire précisément l'aspect transférable des connaissances qui sont générées par vos travaux. Et donc, sur le dernier critère des ressources R&D, ça se recoupe un petit peu avec ce qu'on vient de dire. Il faut qu'on soit en mesure aussi de décrire précisément le rôle de chaque personne qu'on valorise et d'expliquer pourquoi on l'a valorisé et pourquoi son intervention est nécessaire à la réalisation du projet. Une fiche, du coup, concise est désormais attendue selon ces 5 critères, ce qui change un petit peu par rapport à la manière de faire d'auparavant. Oui, on nous demande maintenant des fiches voilà, qui sont beaucoup plus synthétiques. Et ce qu'on nous demande aussi beaucoup, donc, c'est d'annexer en fait tous les documents internes à l'entreprise, rapports d'essai, etc., qu'avant on avait tendance peut-être à un peu trop décrire dans les synthèses techniques sans les annexer derrière. Maintenant, l'administration s'attend à ce que les dossiers soient clairs, qu'on présente clairement la démarche, les principales étapes et que tous les détails soient mis en annexe. Ouais. Finalement, ils gagnent du temps à la première lecture. Oui. Et si vous n'êtes pas conforme à la première lecture, ils peuvent creuser directement un peu plus. Voilà. On vous présente ensuite quelques textes officiels par rapport à ce que vous explicitez, Thomas. Par exemple, l'implication du chef de projet de la société est maintenant indispensable. Donc, on retrouve en effet que des points et des doctrines qui sont afférentes. Le fait d'être systématique, donc la R&D est une activité structurée et donc ça, il faut réussir à le prouver. Il faut réussir à prouver que vous êtes vraiment dans une notion avec une vraie cellule innovation, je dirais, une cellule R&D. Il faut arriver à prouver que vous êtes vraiment dans cette démarche-là, pas uniquement en one-shot par rapport à un projet qui financièrement est intéressant par rapport au crédit d'impôt recherche ou innovation, mais que vous êtes vraiment dans une démarche continue de R&D et d'innovation. Donc l'objet de l'opération de R&D doit être bien entendu justifié. Il faut décrire la démarche, ce que vous disiez Thomas, pour pouvoir identifier les connaissances existantes et accessibles. Donc là, c'est vraiment finalement tout ce qui est lié à l'état de l'art ou l'état du marché. On n'oublie pas non plus sur le crédit d'impôt innovation de bien faire un état du marché. Et le marché, sur certains produits, il n'est pas uniquement franco-français. Il peut être dans un contexte européen ou même au niveau international. Voilà, donc c'est vraiment important de pouvoir justifier les travaux de R&D, leurs coûts. Et ça, c'est vous voyez les dates des publications, des doctrines qu'on vous met sur la droite, c'est 2021. C'est des évolutions majeures quand même qui ont eu lieu. Un exemple de demande reçue courant 2022. C'est une société où finalement, lors du contrôle, l'administration s'est rendu compte que l'état de l'art avait été écrit a posteriori de la recherche qui avait été effectuée. On sait que c'est une pratique qui était très courante chez nos clients même, parce que finalement, il y a quelques années de ça, c'était absolument pas demandé par l'administration. Donc ce changement, il est quand même très récent. On vous rassure quand même par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il faut maintenant, dès 2022, le prendre en compte. Donc finalement, l'état de l'art n'était pas existant. Il a été écrit a posteriori. Donc l'administration, selon l'administration, ça témoigne en effet de l'absence d'une démarche scientifique. Il n'y a pas de démarche scientifique suivie par l'entreprise dans la réalisation du projet. Donc finalement, on revient sur le premier point que j'exposais tout à l'heure, il faut prouver la réalité du caractère systématique de la recherche et développement. C'est vraiment un point qui est très attendu et qui peut quand même, si jamais c'est pas mis en lumière, je dirais vous porter préjudice, alors même que vos travaux pourraient remplir l'ensemble des autres critères en termes d'innovation ou de recherche et développement. Voilà, donc ça c'était un exemple de demande reçue, on aurait pu en exposer d'autres, mais c'est un peu pour vous donner les tendances, je dirais, par rapport à ce qu'on entend énormément et ce qu'on reçoit de plus en plus au niveau des contrôles. Donc, vous l'aurez compris, comment on fait maintenant pour sécuriser ces crédits d'impôt qui sont pour la plupart des entreprises déclarantes vraiment nécessaires.
Sans crédit d'impôt, beaucoup d'entreprises peut-être raboteraient leur cellule innovation ou n'iraient pas tester des nouveaux secteurs d'activité, des nouveaux marchés. On en a bien conscience. Donc, les préconisations, c'est vraiment de la proactivité. Je pense que vous l'aurez compris. Il faut que tout au long de l'année, vous arriviez à identifier en amont du démarrage de chaque projet si celui-ci est valorisable. Comment vous allez faire ça? C'est premier point, réalisation d'un état de l'art ou réalisation d'un état du marché. Déjà, très rapidement, vous allez pouvoir vous dire, ah non, en effet, il y a beaucoup de connaissances existantes. Peut-être que c'est pas un projet qui va pouvoir s'inscrire dans un crédit d'impôt. Ou à l'inverse, ça valide finalement le fait que le premier point au niveau de l'état de l'art ou l'état du marché est validé. On vous conseille cette proactivité aussi pour vous décharger. Si jamais vous fonctionnez avec la réalisation d'état de l'art ou d'état du marché en fin d'année, en novembre-décembre, je pense que ça peut être compliqué pour l'ensemble de vos équipes chefs de projet de réaliser ces travaux, surtout en fin d'année où ça peut être une période très chargée en fonction de votre secteur d'activité. La traçabilité, encore une fois, tout au long de votre projet. Donc, le suivi des temps. Des outils existent pour tracer plus simplement le temps de vos équipes via un ERP ou simplement via des logiciels accessibles en mode SaaS. Mais c'est quasiment indispensable maintenant. De la même manière, donc voilà, c'est indispensable vraiment pour la justification et tout ce qu'a pu rappeler aussi Thomas précédemment. Et le dernier point, donc matérialité. On matérialise la R&D réalisée tout au long du projet, encore une fois. On est vraiment maintenant sur du day-to-day, alors qu'avant, on sait que le fonctionnement du crédit d'impôt, c'était un petit peu a posteriori de tout ce qui avait été réalisé. On regroupait finalement toutes les actions de R&D. Maintenant, finalement, on est presque sur un suivi en continu de toutes ces opérations. Donc voilà, proactivité, traçabilité, matérialité, c'est vraiment les points qu'on recommande et puis qu'on met en place en fait, surtout chez l'ensemble de nos clients notamment pour aller vers du plus sécurisé et du mieux aussi. Parce que finalement, réaliser un état de l'art, par exemple, bien plus exhaustif qu'auparavant et tracer l'ensemble de vos travaux via une matérialité plus importante, c'est aussi important avec le turnover qui peut être important dans les sociétés aujourd'hui. Finalement, ces dossiers-là, ces dossiers justificatifs peuvent vraiment être un bon point lorsque vous avez un nouvel entrant, par exemple, qui arrive dans votre société. Très rapidement, il va pouvoir prendre connaissance de toutes les activités de R&D qui ont été réalisées en 2020, en 2021, en 2022. Et puis, ça limite le risque aussi lorsqu'on a un chef de projet ou un ingénieur qui était là depuis 25 ans qui partent avec aussi sous le bras l'ensemble de ses connaissances et de ses dossiers. Voilà, ça aussi, ce point-là, ça permet de générer de la connaissance pour vos sociétés. Voilà, on en a fini avec la présentation, je dirais, générale de ce qu'on voulait vous évoquer aujourd'hui au niveau des grandes actualités et tendances. J'ai cru voir passer quelques questions. Frédéric, si tu peux nous les indiquer. Alors effectivement, merci Louise et Thomas pour ces explications et ce partage de bonnes pratiques qui, je pense, est utile. Il y a une première question qui nous fait remonter au SICO. Comment peut-on être sûr que l'ORDC que la facture adressée par l'ORDC est non margée? Alors là, pour le coup, on n'a pas forcément de retour en fait à ce sujet-là, comme c'est un nouveau dispositif. Mais ce qu'on pense, c'est je pense que tout simplement l'indiquer dans le contrat en fait que l'ORDC doit facturer un coût vraiment non margé. Ça devrait être suffisant pour se couvrir en cas de contrôle. Exactement. Et juste pour votre information, quand on parle du contrat de collaboration, le contrat de collaboration, juste à titre informatif, une société comme FI Group ne peut pas le rédiger soi-même. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la qualité d'avocat. Et pour le coup, ces contrats de collaboration, pour qu'ils soient bien ficelés, comme d'autres contrats, on préconise, et pour le coup, nous aussi, on travaille avec un cabinet spécialisé, notamment
en propriété intellectuelle pour rédiger ces contrats de collaboration. Donc, c'est des éléments à mettre directement dans ce contrat pour ensuite, en effet, si jamais il y a un manquement, je dirais, de l'ORDC, pouvoir vous retourner contre l'ORDC via ce contrat de collaboration. Alors, il y a d'autres questions sur le chat, mais je vois une main qui se lève. Patrick, je t'invite à allumer ton micro. Oui, désolé, en fait, j'ai levé la main par erreur. Ah. Je suis vraiment désolé. Alors, il Je faut sais la pas comment la baisser. baisser, d'ailleurs. Alors, il y a une autre question sur le chat qui est, est-ce que sur la problématique de fiche-temps et de fiche-temps journalier que vous recommandez, et de savoir est-ce que la justification du temps à la semaine pourrait être suffisante, estimant que la déclaration à la journée est quand même complexe à mettre en œuvre. Alors là, tout dépend en fait de, c'est vraiment bête comme réponse, mais tout dépend de la personne qu'on a en face. Nous, on considère qu'un suivi de temps à la semaine, c'est quand même une granulométrie qui est suffisante parce enfin, nous aussi, on a très bien conscience que suivre son temps à la journée, ça peut être très fastidieux. Donc, pour nous, à la semaine, on considère quand même que c'est quelque chose de suffisamment justement précis et rigoureux. Et c'est la réponse qu'on donne dans ce cas-là en cas de contrôle si on a un suivi de temps qui est uniquement à la semaine. Notamment si on ajoute ce que vous avez dit, c'est-à-dire en face du temps passé sur tel projet, la typologie des activités qui est Voilà. associée à ce temps-là. Si on a un suivi de temps à la semaine qui est aussi phasé suivant le découpage du projet en différentes phases, là, normalement, on devrait quand même pas être embêté. Dans tous les cas, si c'est dans le cadre d'un contrôle, on est quand même dans la discussion avec l'expert. Donc voilà, les interprétations peuvent être toujours différentes, mais nous, pour vous indiquer, par exemple, une entreprise qui fait ses suivis temps à la semaine, on va quand même aller déclarer avec cette société-là. Par contre, une entreprise qui fonctionne au mois par mois, ça sera plus compliqué déjà pour nous de se lancer dans une déclaration avec eux. Ok. Et puis alors, vous avez ouvert le webinaire en disant ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce que vous engagez à partir du 1er janvier 2023. Et je pense que ça concernait plutôt les dispositifs. Et concernant tout ce que vous avez préconisé en termes de bonnes pratiques, la question était de savoir ce que c'est aussi à prendre en compte pour la déclaration liée au CIR 2022. Alors, idéalement, oui. En fait, oui, quand je parlais de dépenses à compter du 1er janvier 2023, c'était uniquement pour l'évolution du mode de calcul du C2I. Tout le reste, c'est des dispositions, oui, qu'il faudrait prendre en compte dès maintenant. Après, forcément, si par exemple sur les projets que vous avez engagés en 2022, il n'y a pas forcément eu d'état de l'art préalable, ce genre de choses, c'est sûr que pour le CIR 2022, entre guillemets, c'est trop tard, c'est pas forcément encore un problème. Mais par contre, voilà, dès maintenant, en fait, dès les projets que vous allez engager en 2023, c'est vraiment des réflexes à avoir et des dispositions à mettre en œuvre. Ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas fait en 2022. Voilà. Après, lors de la rédaction du dossier justificatif, peut-être essayer de pousser l'exercice justement sur remettre bien tout en forme et sur cette partie-là. Oui. Alors, on a épuisé les questions qui étaient dans le chat. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si vous avez une question, ouvrez votre micro et lancez-vous, hein, ou levez la main si vous préférez. Les deux sont possibles. Tout était limpide du coup. Il faut croire. Il faut croire. J'ai une question, Gilles Barrios, Société Infodream. Est-ce que, ça n'a pas été très clair pour moi les modifications que vous avez évoquées sur la partie C2I au tout début. Alors, concernant le calcul du C2I et notamment les dépenses éligibles, donc aujourd'hui, les dépenses éligibles sont les frais de personnel et les dépenses de matériel qui sont majorés de frais de fonctionnement à hauteur de 43% pour les dépenses de personnel et 75% pour les dépenses de matériel. Donc,
plus tout ce qui va être sous-traitance innovation et les dépenses aussi de brevets, dessins, modèles. Et en fait, en C2I, on récupère aujourd'hui 20% de la somme de ces dépenses-là. Et à compter du C2I 2023, on va avoir donc dans l'assiette des dépenses toute la majoration des dépenses de personnel et des dépenses de matériel qui va être supprimée. Donc on supprime ces frais de fonctionnement de 43% pour les dépenses de personnel et 75% pour les dépenses de matériel. En revanche, on récupère 30% de l'assiette des dépenses totales. Ok, merci. Ouais, j'avais loupé la partie qui était supprimée, c'est effectivement l'abondement entre guillemets de 43% sur le. Mm. Ok, ça Exactement. marche, merci. Et dans les premiers calculs, enfin, les projections qu'on a, ce sera plutôt favorable aux sociétés déclarant du crédit d'impôt innovation tout de même, notamment via le fait qu'on peut monter jusqu'à, du coup, on peut récupérer 120 000 euros au lieu de 80 000 euros. Voilà, et puis aussi, mécaniquement, si vous déclarez que des dépenses de personnel en C2I, vous perdez les 43% de frais de fonctionnement, mais en fait, en passant du taux De des 20 dépenses ans. éligibles de 20 à 30, vous récupérez 50% de ces dépenses-là, en plus. D'accord, ok. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Très clair. Bon, j'espère qu'on vous a pas fait trop peur avec ces nouvelles jurisprudences et ces changements voulus par l'administration. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questionnements par rapport à vos propres déclarations, à nous solliciter. Comme on le disait en introduction, on est là aussi pour ça avec voilà, des discussions un peu informelles qu'on peut avoir. Dans tous les cas, voilà, n'hésitez pas. C'est avec plaisir, en espérant que tous ces points aient été clairs. Je ne sais pas si vous étiez au fait de ces nouveaux modes de calcul, du crédit d'impôt collaboratif et des nouvelles jurisprudences. Ce serait intéressant d'avoir vos retours par rapport à ça. Alors, on a question côté Avenir Group. Je ne sais pas si c'était Nathalie ou Antoine. Savoir les frais de fonctionnement sur le CIR, ils restent les mêmes par contre, eux? Oui. Alors, on n'a pas très bien entendu la question. Est-ce que ça peut être répété plus fort? Le son n'était pas terrible. Les frais de fonctionnement pour le CIR sont-ils toujours les mêmes? Oui, exactement. Les frais de fonctionnement sont ôtés uniquement du calcul du crédit impôt innovation. Sur le crédit d'impôt recherche, sur les modes de calcul, on n'a aucune modification. D'accord. Ouais, j'avais cru comprendre dans un des premiers sacs qu'on passait de 50 à 43%. Ou j'ai pas bien compris. Alors, J'ai peut-être pas bien compris, hein. sur les slides ou sur ce que Oui, sur les j'ai- sacs qui ont été présentés. Non, pas sur ce qui a été dit. Où c'est que je l'ai vu ça? Ah Oui, là, il y a eu- pas à droite là. à compter il y a eu une modification des frais de fonctionnement liés aux dépenses de personnel, donc ça c'était à partir du CIR 2020. Oui, c'était 2020. Ah Les- d'accord. frais de Ok. fonctionnement C'était passés. déjà fait. D'accord, ok. Ouais, c'était Pardon, j'avais pas bien direct, lu. pas de souci. En fait, ce que montre cette planche, c'est à la fois la dépense que représente le CIR pour le budget de l'État et tout ce qui est mis en place petit à petit pour essayer de contrôler cette dépense au regard de l'augmentation du nombre de déclarants et du montant de CIR global que ça représente. Exactement, voilà. On est sur un équilibre compliqué, on va dire complexe pour l'État par rapport à ça, parce qu'un dispositif de plus en plus connu par les déclarants, mais vraiment un budget qui reste le même d'année en année. Donc voilà, on a connu des diminutions déjà en 2020 sur les frais de fonctionnement du crédit d'impôt recherche, un changement du crédit d'impôt innovation. Le SICO, on n'a pas encore trop de visibilité. Est-ce que ça va réellement être appliqué ou pas? Donc, est-ce que finalement ça va marcher? C'est les questions en tout cas. Ouais. Alors, de l'appréhension que vous en avez au niveau de ce SICO, parce qu'il réclame, vous le dites,
un contrat entre un ORDC, une entreprise et un contrat relativement exigeant, Ouais. vous diriez que ça vaut le coup à partir du moment où on a quel type d'intensité de relation avec un ORDC? Alors là, je pense que ça peut dépendre un petit peu de son bon vouloir, entre guillemets, parce que c'est vrai que les organismes publics, justement, au moment de la suppression du doublement d'assiette pour cette sous-traitance-là, ça a un peu fait grincer des dents, mais aussi parce que justement, ils en profitaient un petit peu pour beaucoup marger. Mm. Donc maintenant, est-ce qu'ils voudront continuer à marger, peut-être avoir cet argument-là en disant si on fait du SICO, oui, vous allez récupérer 40% de notre facture, mais ça sera sur un montant non margé, alors que voilà, si on reste sur du CIR classique, vous récupérez que 30%, mais peut-être sur un montant plus élevé. Il n'y a pas une vague de demande au niveau du crédit d'impôt de collaboration hein, de notre côté. On a quand même, on accompagne quasiment 4000 déclarants par an, quasiment, enfin non, 3000. Et on n'a pas une vague de SICO. Donc, a priori, ce sera vraiment sur des typologies d'entreprises qui fonctionnent, par exemple, sur des travaux de recherche avec des ORDC sur plusieurs années, par exemple, dans le cadre de collaboration vraiment intensive. Le SICO sera intéressant. Et puis, il y a un point dans le SICO aussi qui freine aussi les entreprises au niveau privé. C'est le fait qu'il doit y avoir un double partage des connaissances. On peut entendre qu'une entreprise qui se développe sur tel ou tel secteur, tel ou tel techno, n'a pas forcément envie de voir pouvoir être publié l'ensemble des recherches qui auraient été effectuées avec un ERDC. Ok. Voilà. Est-ce qu'on a encore une question dans la salle? Ou est-ce qu'on a fait le tour de notre sujet et de vos questionnements? A priori, oui. Bon, eh ben, si personne ne saisit cette dernière opportunité, je vous propose qu'on en reste là. Donc, merci Louise et Thomas pour cette présentation et ces explications. Olivier, non, tu n'as pas levé la main, tu dis merci, merci. Et merci à vous tous de votre présence et je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Merci à bonne vous, bonne soirée. soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.